sommes en compagnie de Gaétan Lelièvre, qui est député de Gaspé, porte-parole officiel, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales et de développement des régions. La session parlementaire vient tout juste de se terminer. J'aimerais faire un bilan de la session avec vous. C'est une session qui a eu des impacts majeurs dans les différentes sphères de notre société. Puis c'est assurément une des sessions parlementaires qui va avoir eu le plus d'impact pour notre région. On va aborder les projets de loi tantôt, mais juste avant, j'aimerais ça parler de la commission de la révision permanente des programmes gouvernementaux. Le gouvernement a créé cette commission-là. Il lui a donné un mandat qui était clair, qui était d'analyser les programmes existants, de trouver une manière de les administrer de manière plus efficace, plus efficiente. Est-ce que vous avez l'impression que c'est dangereux d'analyser les programmes sur un angle uniquement comptable, sans nécessairement tenir compte de ce que les programmes jouent comme rôle dans notre société? Bien oui. Bien, d'abord, merci de l'invitation, puis ça me fait plaisir de pouvoir m'adresser aux auditeurs de Télé-Soleil. C'est toujours des belles occasions. Puis c'est le fun dans la télévision communautaire, on peut prendre le temps de parler et d'expliquer les vraies choses. Bien, c'est sûr que votre question est très importante parce que cette commission-là, on se demande un peu pourquoi le gouvernement l'a mis en place. D'abord, ça nous coûte plusieurs millions. Pour sortir finalement des recommandations que le gouvernement ne suit pas. Puis tant mieux s'il ne suit pas, parce que c'est des recommandations qui feraient mal. On parle de coupures énormes dans le cadre de ces recommandations-là. Fait qu'on se demande si est-ce que c'est un jeu un peu d'une stratégie du gouvernement Couillard de mandater une commission pour recommander des décisions qui feraient extrêmement mal. Puis nous, comme bon gouvernement, on dit, ben non, on n'ira pas jusque-là, on ne fera pas ça. Donc, ça ressemble un petit peu à ça, parce que pourquoi mandater une commission apparemment d'experts puis ne pas suivre les recommandations? Sinon pour gaspiller de l'argent. Comme pour répondre à votre question plus précisément, c'est sûr que quand on recommande de couper, puis qu'on a une approche strictement comptable pour un gouvernement, à mon avis, c'est pas l'approche adéquate, parce qu'un gouvernement doit prendre ses décisions en fonction d'un ensemble de facteurs. Oui, l'aspect budgétaire, l'aspect financier est important, mais on doit aussi évaluer l'impact des décisions sur la société, donc sur les hommes, les femmes, les enfants, les familles qui composent le Québec. Et si la question du déficit budgétaire du Québec n'a pas été réglée dans les dernières années, pour ne pas dire dans la dernière décennie, c'est parce qu'il y avait sûrement des considérations. C'est facile de dire on va couper. C'est comme dans notre budget familial. Si on gagne 30 000 $ par année, puis on se rend compte qu'on en gaspille 35, là, on dit, il faut couper 5 000 à quelque part. Hein? Le 5 000, là, il faut que tu regardes, je le coupe où? Dans les dépenses de la voiture, dans les dépenses de l'alimentation, dans la santé, dans l'habillement des enfants. À un moment donné, tu as des choix à faire. Puis si tu coupes de façon aveugle, sans faire les bons choix, peut-être que tu vas faire mal à des gens. Là. Tu vas peut-être causer du tort plus que d'autres choses. Économiser sur les freins de la voiture, puis finalement... Oui, puis te ramasser tout le monde à l'hôpital, tu sais, quelque part. Ou encore couper sur le linge des enfants, puis ils vont être grippés tout l'hiver, puis on va le payer en médicaments. C'est un peu ça, tu sais, de façon imagée. Là, donc, c'est impossible. Là. Moi, pour avoir été quand même à la tête d'un ministère pendant 1 an et demi, c'est clair qu'on ne peut pas, dans l'espace de 6 mois, de façon réfléchie, amener autant de changements, autant de coupures dans le budget du gouvernement et évaluer vraiment de façon responsable les conséquences. Il y a beaucoup d'improvisation et de décisions qui sont prises strictement en fonction des colonnes de chiffres. Et je suis convaincu que, par exemple, un nouveau gouvernement composé de plusieurs nouveaux ministres qui, pour une première fois, occupent ces fonctions-là, quand ils reçoivent la commande du Conseil du Trésor, parce que c'est le Conseil du Trésor qui place la commande à chaque ministre de couper, un nouveau ministre qui arrive en place, pour une première fois dans plusieurs des cas même, là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il suit les recommandations des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires de la machine gouvernementale. Et les hauts fonctionnaires, ils ne coupent jamais dans leur cours. Ils coupent dans les régions souvent, parce que dégraisser nos grands tours à Québec, ça fait mal, ça les touche directement. Tandis que couper en région, souvent, ils sont tellement méconnaissants de la réalité des régions qu'ils prennent des décisions sans même savoir que ça va faire mal. Puis, c'est par méconnaissance, mais nous, ici, là, sur le territoire, on les vit, les conséquences. Oui, eux, ils ne regardent pas en bas du fleuve. Non, souvent, ça s'arrête entre les ponts. Entre les ponts. Il y a le projet de loi 10 qui est encore à l'étape d'un projet de loi. Je me serais presque attendu à le voir passer avec un bâillon à la fin de la session parlementaire. Le projet de loi, dans le fond, vise à la modification de l'organisation de la gouvernance du réseau de la santé, notamment par l'abolition des agences régionales. Le réseau de la santé ne semble pas vouloir du tout ce projet de loi-là. Est-ce que vous croyez le ministre de la Santé quand il affirme que le projet de loi va améliorer l'accès aux soins de santé?
Écoutez, ce projet de loi-là, du ministre Barrette, dans le fond, c'est de regrouper dans des structures encore plus grandes, plus grosses, l'ensemble des organisations de santé. On parle, par exemple, de fusionner tous les hôpitaux de la Gaspésie dans un seul hôpital au niveau administratif, puis d'abolir l'Agence de la santé et services sociaux. On l'abolit, mais on remplace l'agence par une structure encore plus grande qui va aussi s'occuper de la gestion des hôpitaux. Écoutez, moi, j'ai de la misère. C'est rare qu'on améliore le service à la clientèle quand on grossit les structures. Surtout dans un territoire comme la Gaspésie où chacune des parties de territoire a des particularités. Hein? Le secteur, par exemple, de la Haute-Gaspésie, la MRC de la Haute-Gaspésie n'a pas les mêmes problématiques que, par exemple, le secteur de Rocher-Percé. C'est très différent. Si on crée une seule organisation, puis on demande à cette grosse structure-là, qui va être composée de 7 administrateurs, ça c'est important de retenir ces chiffres-là. On va remplacer 15 bénévoles sur le conseil d'administration de chaque hôpital en Gaspésie. On a 4 hôpitaux. Donc, 15 bénévoles par hôpital, fois 4, ça fait 60 bénévoles. 60 bénévoles qui représentaient l'ensemble du territoire, qui connaissaient le territoire, qui prenaient à cœur le territoire puis le dossier de la santé. Ces 60 bénévoles-là vont être remplacés par 7 administrateurs rémunérés, payés, puis nommés par le ministre. Bien, moi, ma grosse crainte, là, c'est que est-ce qu'il va encore avoir des gens qui vont défendre les intérêts des petites communautés sur le territoire? C'est sûr que l'hôpital, par exemple, qui est à Saint-Anne-des-Monts, à Gaspé, à Chandler, à Maria, l'hôpital va demeurer en place, oui. Mais tous nos sous-centres, là, comme ici, les services à Mont-Louis, les services, par exemple, qui sont entre Grande-Vallée, hein, Grande-Vallée qui est à 100 km de Gaspé, et 110, 115 km de Saint-Anne-des-Monts. Ici, Marsouilles, on a quand même des bonnes distances aussi. On a installé des CLSC avec des services de base parce qu'il y avait une réalité, parce qu'on a des grands territoires, parce qu'on a une population qui vieillit, des gens qui sont limités dans leurs déplacements. Donc, quand il y aura une prochaine vague de coupure, moi, ma crainte, c'est que ces sous-centres-là ne soient pas défendus. Parce que déjà dans le passé, on a entendu parler de menaces de coupure de ces sous-centres-là. Mais il y avait des gens sur les conseils d'administration des hôpitaux qui défendaient les centres de services intermédiaires qu'on appelle sur le territoire. Mais là, avec 7 administrateurs qui vont être nommés par le ministre, qui vont remplacer nos bénévoles du milieu, qui connaissent le milieu, qui vivent dans le milieu, moi, je pense qu'on prépare la place pour faire de nouvelles coupures, puis il n'y aura plus personne pour se lever debout puis dénoncer, puis s'opposer. Le ministre de la Santé disait justement, quand il a été questionné là-dessus, pourquoi il nommait des gens, il disait que c'est comme si Hydro-Québec, on nommait pas les dirigeants à Hydro-Québec, les PDG d'Hydro-Québec, que chaque agence, nouvel type d'agence, dans le fond, si c'était nommé par la communauté, il perdrait le contrôle. Dans le fond, là, il se garantit un contrôle. Bien, moi, je pense que c'est... en tout cas, moi, je ne suis pas d'accord avec cette version-là. Il y a beaucoup d'avantages à avoir des conseils d'administration représentés par des gens du milieu. C'est sûr que des fois, ça donne du fil à retordre au gouvernement. Des fois, ça s'oppose à des décisions qui viennent du central, mais ça s'oppose avec raison. Ça s'oppose parce que souvent, les décisions qui viennent de Québec, qui viennent des hauts fonctionnaires, bien, ne cadrent pas avec la réalité du milieu parce que ces gens-là, souvent à Québec et dans les grands tours, sont méconnaissants de nos réalités. Donc, ça va être... c'est carrément, moi, je pense que le ministre est en train de faire toute la place pour prendre des décisions qui vont peut-être faire mal dans le milieu, mais il n'y aura plus personne pour s'opposer. Puis il va... D'ailleurs, le ministre, se l'est dit, il se donne même les pouvoirs d'aller à l'encontre des décisions des 7 administrateurs. Présentement, là, c'est la première fois où on a un projet de loi qui donne autant de pouvoirs à un ministre de la Santé. On est vraiment en train de concentrer les pouvoirs de la santé directement au bureau du ministre à Québec. C'est du jamais vu là, en termes de centralisation. Puis c'est clair, écoutez, depuis 40 ans, là, de nombreuses personnes là, compétentes dans la matière l'ont démontré. Quand on centralise les décisions, c'est jamais en faveur des régions, c'est jamais bon pour les régions. Non. Donc, globalement, il y a peut-être des éléments qui sont positifs dans le cadre de son projet de loi. Je souhaite que ça va permettre d'améliorer les services de santé, mais de la façon que c'est ce qu'on en sait à date, puis de la façon que ça se dirige, moi, je pense que c'est un projet de loi qui va faire mal aux régions. On ne peut pas parler de la dernière session parlementaire sans parler du super gros projet de loi 28. C'est le projet de loi qui concerne principalement la mise en œuvre des dispositions du discours du budget qui vise le retour à l'équilibre budgétaire pour 2015-2016. Le projet de loi 28 est excessivement large, touche pratiquement l'ensemble de tous les ministères du gouvernement. Oui, oui. Il y a plus de 300 articles.
il a été déposé à l'Assemblée nationale quand le leader du parti, votre leader, Mme Maltais, a demandé des consultations. Le leader du gouvernement a dit oui, il va y avoir des consultations, mais on n'aura pas beaucoup de temps. On ne peut pas prendre beaucoup de temps parce que l'équilibre doit être atteint rapidement. 2016 arrive vite. Elle va se retrouver dans la Commission des finances publiques sur laquelle vous siégez. Est-ce que vous croyez que vous allez avoir le temps et la possibilité de vraiment bien analyser ce projet de loi-là en commission? Bien, je le souhaite, en tout cas, parce que, comme vous l'avez mentionné, c'est un monstre. D'habitude, un projet de loi, là, on peut avoir 15, 20, 30, 50 articles, ça commence à être un bon projet de loi, puis là, on parle au-delà de 300 articles. Puis c'est un projet de loi qui touche plusieurs ministères, hein, ce qui est vraiment intersectoriel. On l'appelle projet de loi mammouth, un peu comme le fédéral en a adopté un l'année dernière. Moi, je souhaite qu'on puisse prendre le temps de l'examiner. Maintenant, vous savez, quand on a un gouvernement qui est majoritaire, bien, le gouvernement a toujours le loisir d'aller plus vite. Puis en bout de ligne, même si les oppositions ne votent pas en faveur du projet de loi, bien, strictement, le vote affirmatif des députés libéraux peut faire en sorte qu'ils peuvent l'adopter. Donc, ça nous amène souvent pratiquement à des bâillons. Hein? Donc, le gouvernement a le pouvoir de le faire. Est-ce qu'il va l'exercer? On verra, c'est dur de présumer aujourd'hui, mais c'est sûr que nous, comme membres d'opposition, on va cibler certains articles qui nous apparaissent plus importants, puis on va insister pour avoir vraiment là, le temps requis pour pouvoir parler de ces articles-là. Il y a également, là, le 27 décembre dernier, une motion de censure qui a été déposée par le Parti québécois à l'Assemblée nationale. La motion de censure, en fait, était une réaction par rapport à la hausse des frais de service de garde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi une motion de censure? Ça a l'air d'avoir une portée quand même qui pourrait être assez large. Oui, une motion de censure, c'est dans le fond, une motion, on peut associer ça à une résolution d'un conseil municipal. Une motion, une résolution, c'est un peu la même chose. Donc, le Parlement se prononce par motion. Puis, quand on dépose une motion de censure, d'abord, c'est assez rare. Ça arrive des fois, même pas une fois dans une année. Donc, quand on adopte une motion de censure, c'est un peu une motion qui vient qui pourrait aller jusqu'à renverser le gouvernement. C'est une motion de non-confiance à l'égard du gouvernement, donc ça prend des motifs très sérieux. Pourquoi le Parti québécois a déposé une motion de censure le 27 novembre dernier? C'est que le gouvernement avait pris un engagement dans le cadre de la campagne électorale à l'égard des garderies et il a été carrément à l'encontre de la décision qu'il a prise. Donc, pour nous, ça nous apparaissait extrêmement important que quand un parti, par l'entremise de son chef, en l'occurrence M. Couillard, se prononce durant la campagne électorale en fonction, par exemple, de dire « nous, on va aller dans telle orientation si on est élu », et une fois élu, on fait le contraire, bien, ça nous apparaît extrêmement grave qu'un chef de parti qui devient premier ministre va à l'encontre de son engagement qu'il a pris il y a quelques mois. Ça nous apparaissait assez important pour en faire une motion spécifique pour dénoncer, mais aussi pour que la population prenne acte que le gouvernement est allé à l'encontre carrément d'un de ses engagements qu'il avait pris durant la campagne électorale. Puis on savait bien que la motion n'allait pas être adoptée parce que le gouvernement libéral était majoritaire avec 70 députés, 70 sur 125. C'est clair qu'il s'agissait que tous les députés du Parti libéral étaient en place pour le jour du vote et la motion serait rejetée, donc le gouvernement ne serait pas défait. Mais pour le principe, on considérait que c'était important que les Québécois et Québécoises prennent acte que le gouvernement avait vraiment été à l'encontre de son engagement et de façon sur un dossier quand même relativement important. Au niveau du leadership, justement, du premier ministre, vous remettez en doute là, un peu ses décisions. On a assisté à des éléments un peu communs pour le Parti libéral au courant des derniers mois. On a l'ex-vice-première ministre Nathalie Normando qui est sortie, là, qui disait que le gouvernement faisait fausse route, qu'il n'allait pas dans la bonne direction, notamment pour les politiques qu'ils mettaient en place en Gaspésie. L'Association libérale de Gaspé, une association, le président est sorti pour dénoncer... Avec son exécutif, pas juste le président, l'exécutif, il parlait au nom de ses membres. De ses membres qui est sorti, on ne voit jamais ça. Il y a Paulette Lalande, la préfet de la colline des Outaouais, de la MRC de la colline des Outaouais, qui est une libérale de la Grande semaine dernière, oui. Qui est ressortie, elle aussi, pour dire qu'elle n'était vraiment pas d'accord avec le gouvernement qui était mis en place. Est-ce que vous avez l'impression que l'ensemble, à l'Assemblée nationale, dans les corridors de l'Assemblée nationale, que l'ensemble des députés du caucus libéral sont à l'aise avec les décisions de leur Conseil des ministres? Écoutez,
C'est dur, hein? Il n'y a pas de réponse absolue là-dedans. On a toutes des perceptions, on sent des choses, on parle à des collègues. Puis, tu sais, vous savez, même si on fait partie, moi, dans mon cas, du Parti québécois, c'est sûr que j'ai des très bonnes connaissances au niveau de l'ensemble des autres partis, hein, le libéral, la CAQ, Québec solidaire. Il y a des gens avec qui on a des affinités autres que politiques, mais sur le plan humain, sur le plan social. Donc, on échange. Moi, je sens que oui, il y a des députés de l'aile libérale qui sont fort possiblement pas à l'aise avec certaines décisions du gouvernement Couillard présentement. Surtout des députés qui sont en région. Hein? Parce que quand on parle les dossiers principaux qui ont fait réagir, par exemple, Mme Normando, ex-vice-premier ministre, ex-ministre responsable de la région, une gaspésienne, qui ont fait aussi Mme Lalande, Paulette Lalande, là, une préfet là, depuis très, très longtemps dans le coin d'Outaouais, puis quelqu'un qui ne s'est jamais caché de dire qu'elle était libérale. Puis la semaine dernière, elle a été à Québec à une réunion de la Fédération québécoise des municipalités. J'étais présent, j'ai discuté avec elle, puis lors du passage du ministre Moreau, le ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, elle lui a carrément dit à la période de questions qu'elle était en désaccord avec les décisions du gouvernement actuellement sur les régions. Donc, qu'est-ce qui a fait réagir autant des membres pourtant du Parti libéral? Bien, c'est qu'il y a beaucoup de décisions qui ont été prises qui vont vraiment à l'encontre du développement des régions, surtout les régions ressources, régions périphériques comme la Gaspésie. Donc, ces gens-là, en tout cas, moi, en passant, je trouve ça courageux. Hein? Puis, je l'ai déjà dit dans les dernières semaines, puis je le redis, par exemple, M. Baudin, qui est le président de l'exécutif du Parti libéral dans le comté de Gaspé, bien, il a pris position, lui aussi, puis il était un des premiers. Et moi, je salue le courage de ces gens-là qui ont pris d'abord le parti de la région, hein, avant leur parti politique. Puis c'est ça, faire de la politique autrement. Puis c'est comme ça qu'on va, je pense, gagner le mérite puis la reconnaissance de la population. Quand on va montrer aux gens qu'on n'est pas peinturé, puis que quand notre gouvernement, quand notre parti va dans un sens qui est contraire à l'intérêt de notre comté, de notre territoire, de notre population, bien, de se lever debout puis de le dire. C'est comme ça, je pense, qu'on va avancer dans la démocratie. Puis ces gens-là, pour qu'ils en arrivent à prendre position comme ça, puis 3 personnes, l'Outaouais, Mme Normando, qui est, probablement à Montréal, qui réside à Montréal, au Québec, Monsieur Baudin à Gaspé, ces gens-là, aux 3 coins du pays, des gens d'Abitibi aussi, la Chambre de commerce d'Abitibi a fait des sorties très virulentes. Bien, aux 4 coins du Québec, présentement, on fait des sorties, puis on prend vraiment position contre le gouvernement parce qu'il y a matière. Là. Les décisions qu'on a prises, là, abolir les CLD, abolir les conférences régionales des élus, les carrefours jeunesse-emploi qui s'occupaient de ramener nos jeunes en région, l'abolition des conseils d'administration des hôpitaux, des bénévoles remplacés par des gens nommés par le ministre et qui vont être payés, eux. Ben, c'est tout des affronts aux régions, quelque part. Là. Puis c'est sûr que quand tu abolis un CLD dans la région de Québec ou de Montréal, ça n'a pas le même impact qu'abolir un CLD en Gaspésie. Parce qu'à Montréal, là, ils ont des grandes chambres de commerce, ils ont Montréal International, ils ont un paquet d'organismes qui voient au développement de la métropole. Puis c'est correct, la métropole doit se développer. Puis on a besoin d'une métropole forte, comme on a besoin d'une capitale nationale extrêmement forte. Mais ces 2 régions-là ont beaucoup d'organismes, beaucoup de budgets déjà en place, autres que les CLD. Mais nous, en Gaspésie, on a pratiquement peu d'autres organismes. Quelques municipalités ont des petites chambres de commerce, mais avec souvent du personnel très restreint. Donc, les CLD sont les seules structures qui travaillent au développement de la région. En abolissant les CLD et les CRE, c'est plusieurs millions. En Gaspésie, moi, j'évalue entre 15 et 20 millions la perte d'argent que la région va subir avec l'abolition des CLD puis des CRE. Bien, 15 à 20 millions de dollars là, investis dans la région, gérés par des bénévoles, gérés par du personnel de la région qui connaissent les particularités de la région. Ça vaut peut-être 100 millions, ça, géré par des gens au central qui ne connaissent pas nos besoins puis nos particularités. Donc, ça va être énorme, ces coupures-là. Donc, c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, trop, c'est trop. Puis, ces gens-là se sont levés debout. Et, un grand détour pour vous dire que, finalement, les députés du Parti libéral, c'est sûr qu'il y en a qui ne doivent pas être à l'aise. Nous, ce qu'on se dit un peu à l'opposition, entre nous, quand on parle de ça, j'ai l'impression que le temps des fêtes va être moins drôle pour certains là, que d'autres.
Ils doivent retourner dans leur Exactement. Ils doivent rencontrer leurs citoyens, citoyennes, leurs électeurs. Puis même dans certaines rencontres de famille, j'ai l'impression que ça va jaser fort parce que, surtout les députés des régions, là, les décisions sont tellement lourdes pour les régions que ces gens-là vont se faire interpeller pendant le congé des fêtes et je prévois quand on va revenir fin janvier, début février, peut-être qu'il va y avoir des caucus du Parti libéral très houleux. Hein? Oui. On peut s'y attendre. Oui. Si vous aviez à décrire la session parlementaire en une phrase, vous diriez quoi? Je vous en donne 2 ou 3 même. Oui. Écoutez, honnêtement, j'ai pas une très vaste expérience en politique québécoise. Là. J'ai été quand même seulement 2 ans à ce niveau-là. Mais je vois tellement... Moi, je trouve ça extrêmement difficile. Difficile parce qu'on voit un ensemble de décisions qui se prennent et qui sont toutes de façon successive à l'encontre du bien-être des régions. Et donc, difficile. Aussi, je dirais que c'est très contradictoire avec le discours qu'on a entendu durant la campagne. Je me souviens, à nombreuses occasions, M. Couillard, qui était le chef du Parti libéral à l'époque, écoutez, il n'y a pas... une entrevue sur 2, il parlait des régions. C'était les régions. Il a fait le tour des régions. Je me disais, bon, enfin, le Parti libéral semble vouloir se préoccuper des régions, parce qu'on sait que le Parti libéral, généralement, historiquement, est plus axé vers les grands centres. On a qu'à regarder la composition de la provenance des députés, puis c'est clair, notamment dans la région de Montréal. Donc, je me disais, bien, au moins, on a un chef qui semble avoir une vision puis un intérêt pour les régions. Mais malheureusement, l'ensemble des décisions qui ont été prises par son gouvernement, une fois élu, sont pour la grande majorité négatives, puis vont à l'encontre du développement des régions. Donc, c'est décevant. C'est décevant pour aussi ceux pour quelqu'un qui disait aussi vouloir faire de la politique autrement. Quand on fait le contraire de ce qu'on s'est engagé pendant une campagne il y a à peine 6 mois, si c'est ça, faire de la politique autrement, continuons à faire de la politique aérie, c'est mieux. C'est décevant. C'est décevant. Puis, moi, je peux seulement qu'espérer que dans les prochains mois, dans les prochaines années, qu'il va y avoir un redressement. Mais moi, je prévois que la première et la deuxième année du gouvernement libéral vont être dures. Et probablement qu'à la veille des élections, 6 mois, 1 an avant, on va donner un peu d'oxygène, puis on va annoncer quelques bonnes nouvelles pour faire oublier aux Québécois et aux Québécoises les mauvaises nouvelles des premières années. Mais chose qui est sûre, c'est que des régions comme la Gaspésie, on ne peut pas pendant longtemps encore écoper de mauvaises décisions comme celles qui ont été prises présentement. C'est clair qu'on n'a pas, tu sais, je dis souvent entre nous autres, on n'a pas, on est tellement... déjà, on n'a pas de marge de manœuvre en Gaspésie. On est tellement rendu à l'os que dès que tu coupes un peu, ça fait mal tout de suite. Il n'y a pas de gras. Hein? Il n'y a pas de gras dans nos organisations comme ce qu'on peut voir dans les grands centres. Là. Il n'y a pas de gras dans notre économie. Il n'y a pas de gras au niveau de nos entreprises, au niveau de l'employabilité. On est tellement sur la corde raide partout. Bon, on commençait là, tranquillement à se développer. Puis finalement, avec les décisions qui viennent d'arriver, bien, ça va nous faire reculer. Puis ça, je dis ça, là, bien objectivement, je vois pas, moi, comment on peut développer une région en lui enlevant 15 à 20 millions de budget annuel qui étaient dédiés strictement pour son développement. C'est impossible. Je vois pas comment on peut développer une région quand on enlève les agents de développement dans un milieu. Je vois pas comment on peut développer une région quand on dit que la seule instance qui s'occupait de concerter les MRC, c'était la CRE. Puis on l'abolit. Si on avait revu à la baisse le budget des CLD, le budget des CRE, le budget des Carrefour Jeunesse, bien, je me serais dit, le gouvernement vise l'atteinte de l'équilibre fiscal. Il fait des choix. Bon, c'est légitime, il a été élu, il est majoritaire, il a le droit de faire des choix. Donc, de couper un organisme, c'est une chose, mais de l'abolir carrément, c'est une autre chose. Puis là, on n'est pas allé avec le dos de la cuillère, on a aboli. Moi, je suis le premier à dire que la CRE, peut-être que toutes les décisions, tout le mode de fonctionnement de la CRE n'était peut-être pas idéal. J'ai déjà eu des bonnes discussions avec les gestionnaires, les administrateurs de la CRE, puis on échangeait. Mais de là à dire qu'on n'a pas besoin d'une CRE en Gaspésie ou d'un organisme comparable. Si le gouvernement avait aboli les CRE puis créé un autre organisme à sa couleur, avec ses orientations, avec ses budgets, bien, j'aurais dit, gars, c'est le choix du gouvernement. Mais c'est pas ça. Là, on fait table rase. Là. On abolit carrément. On est en train d'enlever des budgets à la région. Mais en plus de ça, on est en train de museler la région. Parce que qui, historiquement, pouvait se lever debout quand on avait des décisions qui ne cadraient pas avec notre réalité? Quand il y avait des mauvaises décisions ou des coupures, qui se levait debout? Généralement, c'est les maires,
les préfets, les CLD, c'est CLACRé. Hein? Comment souvent on a entendu M. Berger défendre la région avec l'ensemble des membres de son conseil d'administration. Mais ces gens-là ne seront plus là. Donc, les Carrefours Jeunesse-Emploi, ce qui a permis à Gaspésie de ramener plus de jeunes en région depuis 3-4 ans que de perdre nos jeunes, ce qu'on appelait le seuil migratoire positif, c'est le travail des Carrefours Jeunesse-Emploi qui pouvait aller recruter des jeunes, d'abord convaincre des jeunes de la région de revenir, mais aussi des fois convaincre des jeunes de l'extérieur de la région de venir s'installer en région. Beaucoup de nouveaux arrivants, ce sont des jeunes qui n'étaient pas natifs d'ici, mais c'est pas grave, ils s'en viennent, ils s'installent, ils créent des familles, ils s'impliquent dans le milieu. Toutes ces initiatives-là qui ont été réalisées par des organismes du milieu, ça va être difficile dans le futur de remplacer ça. Les budgets sont coupés. Les employés sont coupés, l'organisme disparaît. Donc, moi, je pense que le gouvernement, un peu comme à l'image de la santé tantôt, où on remplace nos 60 bénévoles par 7 administrateurs nommés et payés par le ministre, là, on est en train d'enlever à peu près l'ensemble des leaders du milieu, nos agents de développement qui nous supportaient, puis il va rester strictement le monde municipal pour supporter sur ses épaules l'ensemble de la responsabilité du développement. Puis on sait que le monde municipal en a déjà beaucoup sur ses épaules, déjà de gérer, d'administrer leurs municipalités, avec des coupures aussi. On ne parle pas du 300 millions de coupures au monde municipal, en plus de ça. Là. Donc, c'est pas évident. Là. Moi, j'ai l'impression qu'on est vraiment en train de porter un coup dur aux régions. Puis je souhaite que le gouvernement a dans sa manche, à quelque part, des bonnes nouvelles. Hein? Parce qu'au-delà de la partisanerie politique, moi, ce que je veux, c'est que ma région se développe. Puis le bien-être de la population, c'est ça qu'on veut comme député. Là. Donc, mais présentement, là, moi, je défie le ministre Zamor de venir s'asseoir avec moi puis de faire un débat sur ce qui se passe présentement puis de nous démontrer que c'est positif. Moi, je suis convaincu que c'est très négatif pour notre région, ce qui se passe présentement. Donc, j'espère que le gouvernement va redresser son tir dans les prochains mois, les prochaines années, mais il reste que le mal qui est fait, le temps qu'on remette en place des organisations, des structures, des budgets, on va reculer. Puis, tout ce temps-là, la balance du Québec avance. Donc, le recul de la Gaspésie va être encore plus marqué, malheureusement. Et on va devoir le reprendre aussi après. Oui. En terminant, je ne pouvais ne pas profiter de votre présence pour parler de la course à la chefferie. Les gens ont commencé au sein de votre parti là, à annoncer leur candidature. Vous avez sorti publiquement il n'y a pas très longtemps, vous avez décidé d'appuyer la candidature de M. Alexandre Cloutier. Il y a des risques quand on sort publiquement pour appuyer un candidat. Pourquoi vous avez décidé d'appuyer M. Cloutier? Moi, écoutez, ça a été... ça peut vous paraître controversé, là, mais vous n'êtes pas le premier qui me pose la question. Ça a été difficile, puis en même temps facile d'appuyer Alexandre Cloutier. Pourquoi difficile? C'est parce qu'on est un petit caucus, on est 30 députés. C'est sûr qu'on crée des liens d'amitié avec d'autres collègues. Hein? Puis Bernard Drainville, c'est quelqu'un que j'estime, qui est pratiquement un ami, que j'estime beaucoup. Quelqu'un de solide aussi, des bonnes compétences. M. Pellado, c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître des derniers mois, quelqu'un de sympathique aussi. Martine Ouellette aussi, quelqu'un de très déterminé, très engagé. Jean-François Lisée, hein? Un homme extrêmement intelligent. Des fois, qu'il parle un peu trop, mais on ne peut pas lui dire qu'il n'est pas intelligent. On l'agace souvent, Jean-François. Puis, écoutez, tous ces gens-là, c'est tout du bon monde. Là, donc, c'est sûr, quand tu dis « je vais appuyer », un ou une des candidats, tu déplais aux autres. Ça, sur le plan humain, c'est le bout qui est plus difficile. Mais à un moment donné, quand tu appuies un candidat, je pense qu'il faut que tu le fais selon tes valeurs. Puis quand tu suis tes valeurs, c'est rare que tu te trompes. Tu peux te tromper, ça peut dire qu'Alexandre va être élu, mais si tu veux être fidèle à toi-même, en suivant tes valeurs, tu ne te trompes pas bien. Puis écoutez, moi, là, je l'ai probablement déjà dit ici, mais les gens s'en souviennent pour la plupart, je suis allé en politique pour 3 raisons. La première, aider ma région. Ça fait 32 ans que je travaille dans le développement de ma région. Bon, là, je suis rendu au niveau national, en politique québécoise, puis c'est la façon que j'ai décidé de continuer mon combat pour le développement de ma région. Donc, aider ma région, puis le temps que j'ai été ministre aussi responsable des régions, ça m'a permis d'élargir mes horizons, puis là, je dirais aujourd'hui, aider aussi l'ensemble des régions. Je pense que j'ai élargi mon champ de compétences puis de conscientisation, puis moi, les régions, c'est mon cheval de bataille. Alexandre Cloutier, c'est un gars de région. C'est un gars du Lac-Saint-Jean. C'est un gars qui a été élevé dans les régions. C'est un gars qui vit encore au Lac-Saint-Jean. Puis c'est un gars qui connaît la réalité des régions. Puis moi, ça m'apparaît important que le futur chef du Parti québécois puis le futur premier ministre soient au courant, au fait de la réalité des régions. Je constate tellement qu'il y a des gens en haute instance de décision qui ne connaissent pas les régions carrément. Puis ça nous cause des préjudices énormes. Donc, connaissance des régions, très important. Alexandre Cloutier, à ce niveau-là, il passe le test. Deuxième élément, c'est vraiment les jeunes.
Moi, les jeunes, là, c'est vraiment une de mes motivations. Vous savez, quand j'ai décidé de me porter candidat, ça a été un des éléments qui a contribué beaucoup à ma décision, c'est quand un gars comme Léo Bureau-Blouin a décidé publiquement d'annoncer sa candidature. Je voyais Léo Bureau-Blouin, bon, dans le cadre là, des manifestations étudiantes, le Printemps érable 2012, puis je trouvais que Léo se démarquait parmi l'ensemble des autres jeunes qui étaient dans le débat. Puis, quand j'ai vu Léo se présenter comme candidat, ben, j'ai dit, gars, s'il y a un jeune de la compétence et de la qualité de Léo Bureau-Blouin qui dit oui, j'ai confiance au Parti québécois, ben moi, je pense que c'est peut-être le temps, le lièvre, là, que tu dises oui puis que tu y ailles. Donc, la jeunesse, 37 ans, Alexandre, un des plus jeunes candidats, mais malgré son jeune âge, député depuis 2007. C'est un gars qui a une formation extrêmement solide. Écoute, c'était une formation de juriste. Il a étudié au Québec, mais il a étudié également en Angleterre comme avocat. Donc, une très bonne formation. Député depuis 2007, puis il a travaillé au Parlement d'Ottawa. Il a travaillé dans différentes fonctions qui fait que malgré son jeune âge, très bonne expérience professionnelle. Donc, la jeunesse, il passe le test aussi. Troisième élément, faire de la politique autrement. Moi, ça me répugne vraiment de voir comment la politique partisane se fait au Québec, se fait à Ottawa. C'est ce qui fait que finalement, les gens sont déçus de la politique, les gens sont même, je dis déçus, puis c'est un mot poli, là, puis je les comprends. Quand on voit le show de la période de questions, là, tu poses des questions, tu n'as pas de réponse, le ton est insolent, il n'y a pas de collaboration, même si le gouvernement propose quelque chose qui est bon, parce que tu es à l'opposition, ben il faudrait que tu votes contre. Moi, c'est pas comme ça que je vois de la politique. Donc, si on veut amener des gens intéressants à s'intéresser à la politique, il faut vraiment qu'on fasse la politique autrement. Puis ça, c'était un de mes critères. Puis là-dessus aussi, pour connaître très, très bien Alexandre, c'est quelqu'un qui a des bonnes valeurs. C'est une très, très bonne personne. C'est quelqu'un qui est accessible. C'est quelqu'un qui a des bonnes valeurs sur le plan humain. Puis il veut aussi faire de la politique autrement. Puis non seulement il veut le faire, mais depuis 2 ans que je le côtoie, c'est ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui a un franc-parler, mais c'est quelqu'un qui est capable d'admettre que si c'est bon, même si ça vient de l'autre côté de la Chambre, bien, si c'est bon, on doit aller dans ce sens-là. Donc moi, c'est quelqu'un qui, par hasard, en faisant le test, il a répondu à mes 3 critères, puis c'est ce qui a fait que je l'ai appuyé, puis je suis extrêmement fier de mon choix. Puis je pense qu'Alexandre est quelqu'un qui va devoir se faire connaître. C'est sûr que son principal défi, Alexandre Cloutier, c'est de se faire connaître. Il y a beaucoup de monde qui ne le connaissent pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand on le rencontre, quand on le voit, quand on l'écoute, on l'apprécie, puis on reconnaît ses grandes qualités. Donc, c'est l'avantage d'une course qui est plutôt longue. On a encore 6 mois devant nous. Puis je pense qu'avec 6 mois bien utilisés, bien, Alexandre peut relever le défi de se faire connaître, puis on espère de se faire élire. Mais on va suivre ça de près et avec grand plaisir. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Lelièvre, d'avoir pris tout ce temps avec nous. Puis on va vous souhaiter un bon temps des fêtes. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Puis, vous n'êtes pas en congé, mais au moins vous êtes dans votre circonscription. Oui, déjà, c'est déjà beaucoup mieux. Mais là, on s'en va à Québec. On va être à Québec demain. Okay. Demain, à Québec, Trois-Rivières. Vous savez, même jusqu'au 18 décembre, jusqu'au 18, là, il y a des activités. Même si le Salon Bleu est arrêté, la période de questions, l'Assemblée nationale, il y a quand même certains autres travaux qui continuent. Et entre autres, je suis responsable d'un dossier qui s'appelle le Chantier des régions. Okay. Stéphane Bédard, notre chef, m'a confié ce dossier-là, un dossier qui devrait aboutir au printemps. L'idée, c'est de déposer une vision des régions du Parti québécois. Donc, c'est un dossier qui demande beaucoup de temps. Donc, jusqu'au 18 décembre, entre autres, là, je rencontre des gens qui collaborent dans ce dossier-là. Puis, après ça, on va arrêter jusqu'au tour du 20 janvier pour le projet de loi 28 qui va reprendre en commission parlementaire. Ça va être un dossier qui va être porteur. Oui, en tout cas, ça va être un gros chantier. Ouais. Bien, je vous remercie beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Bonjour à tout le monde.